Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur les maladies rénales rares et ou génétiques. 6 millions de personnes en France ont les reins malades et l'ignorent. Lorsqu'elles s'en rendent compte, il est souvent trop tard et pourtant en s'informant sur ces pathologies et les risques associés en se faisant dépister, il est possible de retarder et voire d'éviter des traitements assez lourds. L'insuffisance rénale est souvent synonyme de dialyse ou de greffe par exemple. Tous les ans, depuis 2005, est organisée la Semaine nationale du rein qui a lieu courant mars. Et donc cette année, cette semaine, l'occasion pour nous de lever le voile plus précisément sur les maladies rénales rares et parfois génétiques qui touchent de nombreuses personnes et notamment des enfants. On a souhaité parler d'une association qui œuvre pour ces enfants et pour leurs parents, qui s'appelle l'AIRG France. A, ça signifie évidemment association, I, information, R comme recherche et G comme génétique, donc pour les maladies rénales. L'AIRG France, elle est à leur côté, aux côtés des parents et des enfants. Et chaque adhérent permet de pouvoir répondre ensuite à des appels d'offres de laboratoires et faire avancer la recherche pour chaque maladie rare ou orpheline, et ainsi de briser ce qu'on appelle la terrible chaîne de l'hérédité. Nous aurons sur ce plateau la présidente de cette association, Sandra Loton, en deuxième partie d'émission. Mais nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec mes trois invités. D'abord, le président du conseil scientifique de l'AIRG France, le professeur Jérôme Aramba. Bonjour professeur. Bonjour Élise. À ses côtés, enfin en face de lui, Perrine, une collégienne comme les autres et pourtant porteuse d'une maladie, PKR, la polykystose rénale récessive, qui est accompagnée de sa maman, Marie-Sophie. Merci toutes les deux d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Élise. Alors on va commencer avec vous, docteur. Pour bien comprendre ces maladies rares, on va revenir sur le dépistage, les symptômes, les traitements. Mais d'abord, combien ça touche de personnes, par exemple dans votre service ? Les maladies rénales, comme vous l'avez dit, ça représente un problème de santé publique en France. Il y a plusieurs millions de Français qui ont un certain degré de maladies rénales chroniques. Et parmi eux, environ 100 000 ont une insuffisance rénale avancée qui nécessite ce qu'on appelle un traitement de suppléance par dialyse ou transplantation. Et parmi ces 100 000, un millier sont des enfants. La plupart de ces maladies ne sont pas des maladies rares. Il s'agit de diabète, d'hypertension artérielle ou du vieillissement, tout simplement. Mais plusieurs dizaines de milliers de patients avec une maladie rénale ont une maladie rénale rare, le plus souvent génétique. On estime que c'est peut-être 50 ou 100 000 personnes en France. Et peut-être 1500 à Bordeaux, ou en tout cas suivis au CHU de Bordeaux, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Peut-être 1200 enfants et 300 adultes qui ont une maladie rénale rare ou génétique. Alors là, vous nous donnez des ordres de grandeur, à la limite, peu importe le nombre de personnes. Ce qui est important, c'est de combattre la souffrance, et notamment celle des enfants. Quand on parle de maladies rares, aussi ça signifie aussi les maladies orphelines. Quelles sont-elles ? Est-ce que vous avez des exemples de noms ? On parlait de PKR tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Alors, ces maladies rares, elles sont innombrables. On estime qu'en France, toutes maladies rares confondues, quel que soit l'organe, c'est peut-être 7 000 maladies qui touchent 3 millions de Français et peut-être 25 millions de personnes en Europe. Et donc, il y a beaucoup de maladies rénales rares avec des noms parfois un peu obscurs, la cystinurie, le syndrome d'Alport, l'hyperoxalurie primitive, la cystinose, la polykystose récessive. Et chacune de ces maladies a ses spécificités, sa propre prise en charge, son évolution. Certaines sont des maladies orphelines, sans traitement, et d'autres bénéficient des avancées de la recherche et commencent à pouvoir être traitées plus efficacement. Et comment elles se dépistent, ces maladies ? Comment on s'en rend compte ? Dans un certain nombre de cas, les progrès de la médecine prénatale et les échographies anténatales permettent d'évoquer certaines de ces maladies. Dans d'autres cas, il y a des possibilités de dépistage, des dépistages à grande échelle avec des analyses d'urine. C'est notamment ce qui est fait dans certains pays d'Asie, par exemple au Japon ou en Corée. Ça relève souvent de la médecine scolaire.
Ceci dit, l'utilité de ces dépistages à grande échelle a été un peu remis en cause et des pays comme les États-Unis ou la France ont arrêté de faire ce dépistage. Et donc on a parfois des difficultés à faire ce diagnostic. On parle parfois d'errance diagnostique. Les diagnostics se font dans ce cas-là le plus souvent après des signes d'appel. Donc des signes d'appel, c'est une infection, une montée de la tension artérielle, une fatigue, des difficultés scolaires, divers symptômes qui peuvent conduire à une recherche diagnostique de maladies rares. Et puis parfois, il y a des cas dans la famille. Alors on fait du dépistage intrafamilial qui est choisi ou assumé par les familles et puis parfois refusé par crainte un peu de l'hérédité et de la transmission des maladies. La question du dépistage n'est pas facile. On reviendra ensuite avec vous sur comment vous l'avez appris pour votre fille. Juste avant ça, docteur, comment ça se passe les soins pour ces enfants? Qu'est-ce que vous faites dans votre service pour eux? Il y a donc une grande diversité de maladies et d'évolutions et donc de soins, mais les composantes communes sont ce que l'on appelle une prise en charge globale, essayer de tenir compte de l'enfant ou de l'adolescent dans son environnement familial, dans son parcours scolaire, social. Donc il y a des soins médicaux qui consistent d'abord par faire un bon diagnostic, mettre un nom sur la maladie. On l'a dit, c'est des maladies rares avec des noms peu connus. C'est important pour les familles de pouvoir nommer ce qui se passe. Et puis après, il y a des médicaments, il y a de la diététique, mais il y a aussi des services sociaux qui sont proposés, une psychologue, des enseignants. On essaie vraiment d'accompagner ces enfants et ces familles. Et puis, on est organisé également de plus en plus maintenant en réseau, régionaux, nationaux. On a une filière de soins qui s'appelle Orchid, une filière européenne à laquelle le CHU de Bordeaux participe, qui s'appelle ERCANET. Et ces filières, ces réseaux de soins sont au bénéfice des patients, car ils permettent vraiment de construire des bases de données performantes et d'avoir accès à des traitements innovants et de les proposer à nos patients et à leurs familles. Et en plus donc, de tous ces soins, il y a donc la IRG France qui est là pour aider les familles. Vous êtes le président du conseil scientifique. On va en reparler juste ensuite. Mais d'abord, on va regarder exactement ce qui se passe dans votre service grâce à un reportage de Bénédicte Doin dans votre service à Bordeaux. Parfait. Gonflez le ventre, madame. Faites le ventre petit maigre. Chaque année, jusqu'à 800 enfants atteints d'une maladie rénale séjournent dans cette unité d'hospitalisation. La moitié d'entre eux souffrent d'une forme rare. Ces enfants sont pris en charge de 0 à 18 ans, avec souvent une greffe en ligne de mire. L'objectif, d'abord, c'est de prendre soin. Donc, en fait, c'est faire un diagnostic correct et ensuite une prise en charge globale. Il n'y a pas qu'un rein. C'est un rein dans un enfant lui-même dans une famille, avec son histoire, sa culture et toute cette évolution et se dérouler. C'est une continuité. L'aventure finale, la meilleure pour l'enfant, c'est effectivement le projet greffe. Mais le projet greffe, ça se construit petit à petit ensemble. Tu te souviens, toi, quand il fallait qu'on passe plus de temps à l'hôpital? Non, tu t'en souviens pas? À 10 ans, Baptiste vit avec un greffon depuis l'âge de 2 ans. Né avec un syndrome néphrotique congénital, c'est seulement 5 semaines après sa naissance et une batterie d'examens que le diagnostic tombe. Si elle nous tombe sur la tête, les mots sont obscurs. Le titre de la maladie est très long. Donc tout ça, c'est compliqué à digérer. On comprend qu'on va avoir affaire à l'hôpital longtemps, de manière très assidue, et toute la vie de notre enfant de manière très régulière. Mais en même temps, je vous avoue qu'après 5 semaines d'angoisse et à avoir l'impression de ne pas être entendue, parce que ce diagnostic a mis un petit peu de temps à se mettre en place, quelque part, c'était aussi le soulagement. Parce que mettre des mots sur sa maladie est essentiel, depuis 2011, un programme d'éducation thérapeutique propose aux enfants de mieux comprendre leur maladie à travers des ateliers ludiques. C'est important pour que l'enfant s'approprie sa maladie, comprenne mieux ce qui se passe par l'expérience. Donc, avec ce type d'outil, ça lui permet de manipuler et de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de lui avec des choses simples.
Pour les maladies rares comme pour toutes les autres, le délai du diagnostic est crucial. En France, une malformation du haut appareil urinaire est décelée dans seulement 1% des grossesses. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre service, d'avoir répondu à nos questions. Merci, professeur Jérôme Arambach. Donc, je rappelle, vous êtes néphropédiatre au CHU de Bordeaux. Je me tourne maintenant vers Perrine. Perrine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, nous raconter quelle maladie tu as et quel est un peu ton quotidien de collégienne donc malade? Bonjour, je m'appelle Perrine, j'ai 11 ans et je suis en 6e. J'ai une maladie rénale qui s'appelle polykystose rénale récessive, PKR. Je suis comme les autres personnes de ma classe et je fais la même chose qu'eux. Ma maladie ne se voit pas physiquement. Je prends des médicaments, un amylore et un bicarbonate le matin et le soir un bicarbonate. Et je vais une seule fois par an à l'hôpital. En septembre, avec 2 copines, nous avons vendu des objets et de la nourriture pour récolter de l'argent pour différentes associations. Nous avons récolté 190 € pour l'AIRG et 648 € en tout. Voilà. Félicitations. Et tu veux me dire un petit peu sur l'AIRG? Pourquoi tu as cherché de l'argent pour eux? Tu as envie de me raconter? Pour faire des recherches sur les maladies, pour trouver des médicaments. Ça pourrait t'aider. Est-ce que c'est embêtant de prendre des médicaments tous les jours? Ça change quelque chose pour toi? Non. Non, ça va bien. Ouais. Et alors, quand tu vas à l'école, est-ce qu'il y a des gens qui te posent des questions sur ta maladie? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui le savent? Oui. Comment ça se passe? Tu leur as raconté? Raconte-moi. Bah oui, je leur ai dit. Sinon, après, on n'en parle pas. Et quand tu vas à l'hôpital, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dois faire là-bas? Bah, une prise de sang, une échographie et prendre la tension. Donc au quotidien, tu arrives à être dans le silence sur ta maladie. Oui. Bon, on va se tourner vers Marie-Sophie, ta maman. Merci beaucoup d'être là. Bravo à votre fille. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous vous êtes rendu compte de la maladie de votre fille? Alors, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est les médecins. Après la naissance de Perrine, quand elle avait 5 jours, au cours d'une échographie de contrôle sur ses reins, ils se sont rendus compte qu'elle avait 2 reins polykystiques, direction les urgences néphrologiques de la Timone à l'époque, c'était à Marseille. Et là, alors, beaucoup d'hésitation de diagnostic, beaucoup d'angoisse, parce que quand on ne sait pas, ça peut être tout un panel de maladies rénales plus ou moins graves, plus ou moins rapides dans leur évolution. Et puis finalement, c'est quand elle a eu 3 mois que le diagnostic a été posé de PKR grâce au séquençage génétique et grâce à la génétique. Et c'est là que le diagnostic réel a été posé quand elle avait 3 mois. Alors, difficile d'appréhender une maladie dont on ne connaît pas le stade d'évolution, la rapidité d'évolution, l'urgence ou non, parce que c'est une maladie qui peut être, de ce que j'ai compris, très, très grave très vite ou plus lente. Et donc très rapidement sous médicaments dès l'âge de 3 mois et encore aujourd'hui. Et finalement, elle est dans le cadre d'une évolution très lente de sa maladie. Donc on remercie le suivi médical. PKR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut avoir des kystes dans les reins, c'est ça? Donc elle a des kystes dans les 2 reins qui potentiellement peuvent dysfonctionner à un moment ou à un autre, ou ralentir leur bon fonctionnement et du coup être en insuffisance rénale et peut-être un jour en dialyse ou peut-être un jour greffé. Donc on vit avec ça au quotidien. On a appris à l'apprivoiser, ce qui a été difficile évidemment dans les débuts, parce qu'il faut savoir l'accepter, il faut savoir vivre avec et connaître. Pour moi, c'est ça l'important, c'est de savoir le reconnaître et pouvoir en discuter. D'où l'AIRG. Oui, donc du coup, vous avez été aidé par l'association AIRG France. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Alors, très rapidement, moi, j'avais besoin de savoir ce que c'était qu'un rein, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un rein, ce que c'était que la PKR. Donc, on regarde sur Internet, je pense comme beaucoup de gens, beaucoup de parents. Et heureusement, j'ai vu l'AIRG. Et je me suis dit, une association qui parle des maladies rénales génétiques,
Je me suis informée, je suis allée à leur réunion annuelle, une journée extrêmement intéressante et enrichissante à tout point de vue, à la fois d'un point de vue médical, d'avoir des réponses précises sur la prise en charge des patients et sur la prise en charge de cette maladie en particulier, et en même temps la rencontre d'autres familles. Ça, c'est important. Et ça, c'est important. Très bien. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, pour dire de l'ARIRG France doit être connue, avoir plus d'adhérents. On va en parler en deuxième partie, du coup, avec la présidente de cette association, Faire ce focus. Merci beaucoup, Perrine, pour ce témoignage. Merci d'être venue. Merci aussi, docteur, de suivre tous ces enfants et de s'occuper d'eux, et pour votre rôle aussi dans l'ARIRG France, puisque vous êtes aussi bénévole à leur côté. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission.